Pour ceux qui sont un petit peu sur les réseaux sociaux, là, François Lambert. François Lambert, qui est cet ex-dragon, entrepreneur à succès au Québec. Là, je ne sais pas s'il va y avoir de la pub dans ce que je viens de partir, peut-être. Bon, peut-être pas, mais je le ferai pas. François Lambert a offert son image à Sora 2. Donc, Sora 2, c'est l'application d'OpenAI pour faire des clips vidéo à partir de une petite image, puis là, tu peux simplement mettre une image de toi, puis là, il va être capable de générer des vidéos assez réalistes, merci. Puis, c'est sûr que là, dans ce contexte-là, les gens qui sont relativement connus peuvent décider de dire wow, 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 moi je m'appelle The Rock et je suis le fameux lutteur et acteur, puis je veux pas que les gens ils fassent des vidéos de moi en train de flatter des chats, genre. Mais là, François Lambert a décidé de dire oui à ça par par bonté de cœur, je dois dire. Mais là, la toile s'est enflammée et il y a énormément de vidéos de François Lambert. Bienvenue au podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Écoute, Joe, très content. On repassait un matin. On a trouvé le filon d'un sujet super intéressant. En fait, moi, j'en avais un. Toi, t'en avais un. Puis, ces deux sujets-là sont interconnectés. On l'a découvert. Fait que, on va jaser un peu de tech aujourd'hui. Avant ça, tu voulais nous faire un petit aparté sur quelque chose, un produit d'Apple qui va sortir ou qui est sorti. Ben écoute, moi j'ai vu la fameuse bandoulière. Alors, je sais pas si y en a qui avaient vu ça sur Insta ou sur TikTok. Il est sorti là un genre de système sur lequel tu peux venir connecter, tu peux venir attacher ton iPhone. Puis là, ben, je pense que des gens ont commencé à sortir aussi d'autres dérivés. Là, j'étais sur le point de me demander est-ce que ce que j'ai vu, c'est vraiment du matériel Apple ou c'est quelqu'un qui, encore une fois, essaie de surfer sur la vague, là, mais ça ressemblait plus à un genre de tissu dans lequel on pouvait venir insérer, dans le fond, son iPhone. Exactement, ça semblait ça. Ça, là? Ouais, exactement. Fait que ça a l'air d'une genre de sacoche, si on peut dire, sur laquelle on vient insérer l'iPhone. Écoute, j'étais un peu subjugué, d'autant plus que je pense que c'est quand même pour une coquette somme qu'on peut Hein? acheter ce joli bout de tissu, hein, parce qu'au final, c'est un bout de tissu sur lequel il va y avoir une petite attache, donc 139 US. Ah ben. Donc, on peut parler au Canada de 200 $ pour cette petite bandelette de tissu dans laquelle on vient mettre l'iPhone. Je trouvais ça indécent complètement. Alors voilà, j'ai hâte de voir les premiers usagers, consommateurs avec cet appareil, avec ça. J'ai hâte de voir dans quelle mesure est-ce que ça va. Parce que tu sais, des fois, je peux comprendre qu'on essaie de créer une tendance au niveau fashion ou des trucs comme ça. Peut-être que Ouais. c'est là-dessus que Apple mise. Mais je vais commencer en te disant que je n'aurai pas de bandoulière après mon appareil mobile. Mais là, on s'entend. Moi, j'ai juste, tu sais, j'ai pas de, bon, moi, j'ai pas d'Apple, mais j'ai un appareil mobile, oui, là, mais je veux dire, moi, je vais attendre le rip-off sur Temu ou sur Amazon. Là, on s'entend dessus. Là, je veux dire, je paierai pas pour ça 200$. Là. Méchant garçon, méchant garçon. Ben là, c'est ça. Là. Mais écoute, oui, c'est ça. Je trouve ça drôle un peu de focusser sur des items comme ça, là, alors que je trouve ça étrange que Apple mette encore des énergies sur des accessoires reliés au iPhone, alors que j'aimerais mieux me lance des innovations sur qu'est-ce qui va être l'après-iPhone. Là. Donc, Eh là là, eh là là, eh là là. voilà. Écoute, pendant qu'on... Regarde, on va clairer nos petits sujets, OK? Ça, c'en est un. Puis moi, il y en avait un que je te prends à brûle pour point comme ça. Je t'en avais parlé un petit peu, là. Mais on va y aller avec notre chum ici. Pour ceux qui sont un petit peu sur les réseaux sociaux, là, François Lambert. François Lambert, qui est cet ex-dragon, entrepreneur à succès au Québec. Là, je ne sais pas s'il va y avoir de la pub dans ce que je viens de partir, peut-être. Bon, peut-être pas, mais je le ferai pas. François Lambert a offert son image à Sora 2. Donc, Sora 2, c'est l'application d'OpenAI pour faire des clips vidéo
à partir de une petite image, puis là, tu peux simplement mettre une image de toi, puis là, il va être capable de générer des vidéos assez réalistes, merci. Puis, c'est sûr que là, dans ce contexte-là, les gens qui sont relativement connus peuvent décider de dire wow, 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 moi je m'appelle The Rock et je suis le fameux lutteur et acteur, puis je veux pas que les gens ils fassent des vidéos de moi en train de flatter des chats, genre. Mais là, François Lambert a décidé de dire oui à ça par par bonté de cœur, je dois dire. Mais là, la toile s'est enflammée et il y a énormément de vidéos de François Lambert partout sur TikTok au Québec. En tout cas, je pense pas que ça soit partout sur la planète. Par contre, François Lambert, pas plus tard qu'il y a quelques jours, sur Sora, tu peux dire si tu es une célébrité, tu es le top célébrité que son image a été utilisée. Dans le monde, il était genre top 4. Quand même. Puis là, il disait top 3 ou top 4. Là, il disait, ben, tu sais, c'est quoi un Québécois relativement, tu sais, on est petit au Québec, là. Puis là, vous autres, ma gang de buzzés, là, qui me faites des vidéos de pipi caca poil, parce que je m'excuse, c'est juste des vidéos de pipi caca poil qui roulent partout. Ben, il est top 4 sur TikTok, sur Sora. Fait que François Lambert est un peu partout. Voilà. Toi, Joe, est-ce que tu as vu François Lambert passer dans ton feed? Absolument, je l'ai vu passer. Je me demandais d'ailleurs, j'aime pas pousser la recherche comme toi, puis je le voyais passer, puis je trouvais ça vraiment étrange parce qu'effectivement, toutes les vidéos qui passaient, c'était des trucs vraiment louches, des mises en scène vraiment loufoques, puis j'étais comme, OK, c'est quand même weird. Mais tu sais, la question que je me pose par rapport à ce que tu as dit, parce que mon cerveau, là, il a comme locké sur un aspect là, de ce que tu as dit, puis C'est lequel? c'est dans quelle mesure est-ce que vraiment les artistes vont être en mesure de se protéger là-dedans? Parce que, exemple, tu nommais The Rock, pour prendre un exemple. Dans quelle mesure, à partir de quel pourcentage de modification de son apparence est-ce que je considère que ce n'est plus The Rock? Donc, mais qui m'empêchera pas quand même d'essayer de surfer sur le principe que ce que je présente, c'est peut-être The Rock. Je sais pas si tu me suis, là. Tu veux dire à quel point on va s'éloigner du visuel? Comme là, quand je regarde François Lambert, ça y ressemble, mais à peut-être 80% par moment. C'est un peu ça que tu veux dire? Oui, surtout que si moi je décide que je fais un meme sur The Rock, quelle mesure est-ce que si je modifie suffisamment son apparence, The Rock, il n'y a rien à faire. Il peut pas dire à Sora, enlevez-moi ça. Ouais, t'as un bon point. Ouais. Un peu la même mesure que ce qu'on a actuellement. Il y a un pourcentage de modifications qu'on peut faire, des trucs comme ça qui vont faire que, par exemple, tu peux jouer un certain pourcentage de la musique sans payer des redevances ou des trucs comme ça. Donc, assurément, ça va prendre une genre de légifération sur ça, de dire, OK, bon, ben, on considère que ton image a été altérée à 10-15%, ce qui fait que normalement, on peut savoir que ça serait toi, mais pas suffisamment pour qu'on puisse. Hey, la ligne peut être mince en petit péché, là. Exact. Fait que ça, j'ai hâte de voir, parce qu'encore une fois, je me dis que c'est rendu là, c'est comment est-ce qu'on peut dire, OK, ben effectivement, à 100%, la preuve, c'était d'utiliser la personnalité. Donc, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça. Ouais. Puis c'est un des seuls, là, notre monsieur Lambert, là, qui a décidé de faire ça. Puis je pense tout en son honneur, tu sais, de décider d'y aller. C'est comme on dit, accepter la dérision un peu, accepter d'entrer dans ce bal-là, tu sais, accepter de dire, hey, regardez, allez-y, là, tu sais, en autant que vous fassiez pas trop de niaiseries, mais tu sais, je suis bon joueur, puis je comprends que les codes du web en 2025-2026, c'est ça, là, on est rendu là, de dire, ben, on prend quelque chose, on l'altère, on le publie, on trouve ça drôle, on est capable de générer à peu près n'importe quoi. Je salue M. Lambert de dire, regarde, je vais me lancer, là, je suis capable de rire, moi aussi, de toutes ces niaiseries-là, puis je suis capable d'être bon joueur là-dedans, tu sais. Puis le connaissant un peu, sachant à quel point c'est un gars qui veut optimiser sa présence, optimiser, dans le fond, ses ventes, évidemment, parce que c'est son objectif. J'ai hâte de voir, il va assurément, probablement, nous partager les résultats de cette expérience-là, savoir est-ce que ça a généré du trafic positif, est-ce que ça a eu une incidence, exemple, sur sa vente de produits ou des trucs comme ça. Oui, j'ai hâte de voir justement quand est-ce qu'il va être en mesure peut-être de nous donner un échantillon de ça. En tout cas, s'il le fait pas, je l'invite fortement à le faire, ça serait intéressant. Moi, je suis très curieux. Vraiment. Fait que c'était nos petits deux sujets, le fun, là, Varia qu'on Voilà. déplace maintenant. On va passer au sujet principal. En fait,
moi, il y avait une nouvelle précise. Ben, il y avait François Lambert, c'était une chose, puis après, il y avait Yann Lequin que je voulais parler. Parce que, en fait, j'ai commencé à gratter un peu là-dedans. Je vais vous parler un peu de la place de l'intelligence artificielle chez Meta. Meta, qui est la compagnie derrière Facebook. La place de l'intelligence artificielle, en fait, puis même je vais reculer encore un petit peu plus loin. Souvent, on va parler des godfathers de l'intelligence artificielle, les pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Là-dedans, souvent vont être nommés Jeffrey Hinton, qui est un chercheur qui vient de Toronto. On va nommer Yoshua Bengio, qui est un chercheur de Montréal. Puis on va nommer Yann Lequin, qui est un Français. Puis ces trois-là à un certain moment de leur carrière, en fait, ont tous fait certaines grandes avancées en intelligence artificielle. Puis en fait, je vais juste vous le montrer, notre chum Lequin, qui est juste lui ici. Fait que peut-être que vous avez déjà vu Yann Lequin qui est là. Puis Yann Lequin a été connu quand même pour être engagé chez Meta il y a quelques années déjà. Et lui, il est à la tête du Fair Labs, qui est le laboratoire de recherche en intelligence artificielle chez Meta. Puis je pense, en fait, je l'ai écrit ici, on parle depuis 2013 qui est à la tête de ça. Puis, il n'y a pas très longtemps, en fait, on lisait dans les nouvelles que Yann Lequin a annoncé, puis là, je pensais qu'il avait annoncé qu'il était parti, mais il annonçait qu'il allait partir. Dans les prochains mois, il va voler de ses propres ailes. Puis là, je me suis mis à gratter un petit peu. Puis je voulais en fait vous offrir un peu ce matin, puis offrir à toi, Joe, aussi, une espèce de ma compréhension de la chronologie des événements là-dedans, parce que, en fait, dans l'IA, on en a parlé un peu, tu sais, on a beaucoup ChatGPT, OpenAI, qui est très, très, très upfront, qu'on entend beaucoup parler. Mm-hmm. Il y a Gemini aussi de Google qui a beaucoup remonté la pente. Mais dans le cadre de Meta, l'IA, je vais y aller de mon appréciation personnelle, puis c'est corroboré par plusieurs journalistes tech qui n'ont pas su nécessairement livrer des affaires aussi frappants, aussi marquants, qui rentrent dans les habitudes de consommation de la masse, autant que les joueurs comme Gemini, par exemple, chez Google ou OpenAI, chez ChatGPT. Ce qui ont, tu sais, je sais pas toi, en fait, quand tu utilises Facebook, puis l'espèce de IA qui apparaît. T'as-tu déjà essayé de t'abonner là-dessus? Genre, fais-toi un avatar qui va parler à ta place, je sais pas quoi, là, tu sais, je veux dire, as-tu déjà prompté l'IA dans Facebook at some point pour voir qu'est-ce que ça... Absolument, absolument. Écoute, Ouais? je suis un grand utilisateur, mais par erreur. Bon, Je l'accroche, tu sais, genre, elle est là, tu sais, évidemment, parce que les autres, ils vont me positionner le bouton pour être sûr que, tu sais, ce soit comme la première chose. Mais honnêtement, je trouve ça 100% clouless actuellement dans mon usage sur Facebook. Aucun intérêt à l'utiliser à peut-être une fois où j'ai voulu approfondir de l'information puis que j'ai vu qu'il y avait un début de résumé qui me donnait de l'intérêt, de l'information sensible, intéressante. Mais sinon, honnêtement, comme tu le dis, l'intégration de l'IA dans Facebook particulièrement, parce qu'on est encore des vieux utilisateurs de Facebook, est pas top. Puis il y a peut-être de ça aussi là-dedans, là, tu sais, Facebook, on se le cachera pas, c'est un média social qui est sur le déclin. Mm-hmm. Donc, oui, ils investissent, ils cherchent à peut-être essayer de voir qu'est-ce que va être la prochaine affaire, mais là, à court terme, ce sont des mesures plus pansement qu'on met, là. C'est-à-dire que on intègre, on injecte un peu d'IA, on met un peu de fonctionnalité à droite et à gauche pour montrer qu'on est in the game, mais peut-être qu'actuellement, Meta planche sur quelque chose de plus intéressant et de plus gros éventuellement. Parce qu'on le souhaite, parce que on entend beaucoup de milliards d'investissements, de beaucoup d'argent qui semble avoir été investi par Zuckerberg, mais on ne voit pas concrètement le résultat encore, si ce n'est peut-être que sur le volet hardware. Donc, tu sais, on le voit, là, tu sais, il y a eu un gros bond qui s'est fait avec la fameuse lunette Ray-Ban, qui est somme toute intéressante. Moi, je pense peut-être que la prochaine approche, disons peut-être de Facebook va plus dans l'idée de ce fameux appareil dont on verra peut-être le jour d'ici Noël ou après en 2026. Mm-hmm. Bref, comme toi, je trouve que l'intégration de Meta actuellement est pas convaincante. Non, c'est ça. Puis,
Je crois qu'on n'est pas les seuls à le voir, puis ça a pas su faire sa place. Puis bon, puis ça a pas eu le choix de résonner dans la tête de notre Zuckerberg national, Maître Zuck. Il a laissé ça aller un peu, le Fair Labs avec Yann Lequin, puis il y avait beaucoup de trucs en lien avec la recherche fondamentale, les LLM et tout ça. Puis, par contre, si je peux dire quelque chose s'il y a bien une chose de bonne qui est venue quand même dans le parcours, c'est que ça a été les premiers à créer Llama. Ben, ils ont créé un LLM qui s'appelle Llama, dont Llama 4. Eux autres, ils ont tout mis ça open source. Là. Let's go, gâtez-vous. Ça a été comme les premiers à mettre ça dans les mains du peuple. Tu sais, c'est comme si OpenAI, ChatGPT te laissait là, de faire tout ce que tu veux avec ça. Pas nécessairement, mais dans ce cas-ci, Llama 4 a été ouvert open source par Facebook. Par contre, ça n'a pas été à la hauteur. Puis là, souvent, on va voir les espèces de... ils vont benchmarker, ils vont mettre en compétition tous les LLM qui sont derrière tous vos outils de chat, d'intelligence artificielle. Puis ils vont leur donner certaines tâches, puis ils vont voir où est-ce qu'ils se positionnent. Une espèce de olympique des LLM. Là. Puis ça, c'est en temps réel, tout le monde se base là-dessus quand il en sort un nouveau. Puis tout ce qui est sorti de Facebook a pas nécessairement toujours été à la hauteur des espérances puis de l'argent qui a été mis là-dedans. Ce qui fait que quelques semaines, ben là, il y a eu un gros remaniement quand même dans comment Meta, pardon, va aborder le chemin de l'intelligence artificielle. Puis là, ils sont allés chercher un... c'est assez bold, là, c'est assez... je vais nous le montrer qui est là. Ils sont allés chercher un gars qui s'appelle Alexander Wang pour 1,3 milliard, en fait, qui sont allés chercher ce gars-là qui a 28 ans, qui avait sa start-up en intelligence artificielle qui s'appelle Scale AI. Il est allé prendre, je pense, c'est genre 49% des parts de cette entreprise-là, là, ce qui a fait que ce gars-là est rendu très, très, très milliardaire. Là. Mais ils sont allés chercher le gars en tant que tel pour devenir la tête des efforts AI chez Meta. Puis là, ben ça a donné quoi? Ça a donné que notre chum Wang, ben, il est rendu à la tête de Lequin, dans le fond. Là, c'est un par-dessus l'autre, dans le sens où là, Yann Lequin n'est plus nécessairement à la tête de son laboratoire en tant que tel. Fait que c'est sûr que ça a dû, à quelque part, changer un peu les... je me mets dans la tête de M. Lequin, je me dis, ça change un peu la perspective de l'orientation de l'entreprise. Puis moi, ce que j'ai en lisant là-dessus, en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est que Meta avait mis beaucoup d'argent dans de la recherche fondamentale avec une team de chercheurs en intelligence artificielle. La recherche, elle est primordiale à notre avancement de l'humanité, à notre avancement en technologie, mais la recherche, c'est relativement long quand même. Puis là, tu as comme une espèce de discordance entre des startups tech qui veulent bouger vite, qui veulent sortir des produits qui vont être rapidement sur le marché, qui vont être rapidement utilisables par la masse. Donc, générer des profits pour nos actionnaires, puis let's go, ça roule. Je veux dire, la bulle AI, même si c'est peut-être pas une bulle, je pense pas, là, parce que ça n'a pas fini de nous épater. Le train va vite, puis si tu te stalles sur ton banc à faire de la recherche pendant 10 ans sans sortir des grosses affaires assez cinglants, mais c'est pas ça que les gens vont rechercher nécessairement. Fait que... Tu te souviens, on a déjà parlé de ça justement dans le volet éthique, AI, tout ça, puis il y a quelqu'un à quelque part là, qui disait que l'enjeu que des pays comme le Canada allaient avoir, c'est de vouloir faire trop de réflexion sur comment bien encadrer les AI pour, etc. Donc, on perd du temps, si on peut dire, par rapport à des pays qui, eux, n'auront que faire de ça. C'est-à-dire que eux, l'éthique, ça les dérange pas. Puis ils avancent un peu en mode startup, comme tu l'as dit des fois, que c'est break things, puis peut-être qu'on va briser des affaires, puis c'est correct, puis on va les corriger, puis on va itérer là-dessus. C'est pas nécessairement notre modèle. Donc, effectivement, actuellement, de voir que il y a des gens qui sont plus en mode recherche, ben oui, je pense qu'on en prend, mais ça peut avoir un impact, puis on le voit juste du côté de l'Asie, là, tu sais, l'Asie avance excessivement rapidement. Donc, tu sais, on n'en parle pas tant parce qu'on est dans notre bulle nord-américaine ou américaine, fait qu'on voit beaucoup les médias, ou pas les médias, mais les produits américains
Et le seul qu'on a entendu parler, c'était DeepSeek, mais encore aujourd'hui, DeepSeek est excessivement puissant et performant. Si on a ce sentiment-là de pas vouloir nécessairement aller jouer trop dans DeepSeek parce qu'on se fait dire que, bon, notre donnée est vraiment bien protégée, mais quand on y pense, elle n'est pas plus protégée avec le marché américain non plus. C'est complexe, c'est pas simple. C'est vraiment pas facile. Même tu dis DeepSeek, là, je vais en dropper un là, dernièrement. Je sais pas ça date de quand, là, le nouveau en vogue, puis là, j'oublie l'exemple, mais il y a un système il y a des systèmes qu'on utilise couramment qui ont décidé récemment de changer, enlever OpenAI en dessous, puis mettre Qwen, QWEN, Alibaba, semblerait. Ouais, exactement. Tu connais tes trucs, exactement. Qwen qui semble avoir une espèce de pole position là, en frais de, ben tu vois, ranks third globally là, tu sais. Donc ils prennent beaucoup de place là au niveau de ce qui se fait en Asie là à ce niveau-là. Je suis pas surpris du tout. Non, c'est ça. Fait que, cela étant dit, bon, puis peut-être je vais boucler la boucle avec Alexander Wang. Là, faut savoir que là, lui est rentré en poste. Ils ont une espèce de SWAT team pour brasser la Casbah puis sortir des produits puis revoir un peu la manière dont ils livrent certains produits en IA. Ils ont récemment aussi, en fait, là, j'ai une nouvelle du Business Insiders qui disait là, qu'ils ont récemment remercié 600 employés de chez Meta. Là. Fait qu'il y a vraiment un gros remaniement. Ce qu'ils appellent eux autres le Meta Super Intelligence Lab Division. Donc voilà, via un mémo, là, ça a été envoyé. Puis là, ciao, bye-bye pour 600. Fait que ça brasse à ce niveau-là. On va voir où ça va mener. Faut savoir que Zuck aussi a dit, garde, moi, je vais le dire en bon québécois, là, c'est une poignée de change là, de prendre le bet, de tout changer, là, parce que c'est pas, ils ont tellement d'argent, puis le high stake est tellement haut dans le sens que, tu sais, il faut que tu embarques dans le train. Ils ont pas peur, il a pas peur de prendre certains risques, mais il y a tellement de cash en même temps que, tu sais, je veux dire, c'est pas, il sert pas tant la ceinture, j'ai le goût de te dire, là, pour faire ce genre de move-là. Ouais, mais n'empêche qu'il y a des shareholders à quelque part qui sont là, puis qui se disent, puis qui doivent commencer à se faire vocaux un peu sur le board, qui doivent dire, hey, là, c'est beau les dépenses, mais tu sais, l'outcome, c'est quoi les progressions qu'on a, où on en est. Fait que, tu sais, j'ai bien hâte de voir la suite de chez Meta, clairement. C'est même aussi, tu te souviens, en avril dernier, il y avait notre Montréalaise, Joël Pinault, qui était, dans le fond, responsable de tout ce qui est AI ici à Montréal pour Facebook, qui a quitté aussi. C'est pas rassurant quand tu vois que tes cerveaux principaux commencent à délaisser puis aller vers ailleurs. Là. Je montre là, rapidement, je suis tombé sur... Mais ça date de 2023. Ça m'amenait à penser, tu sais, Meta dans son entièreté, je veux dire, ça vient de où, tout? En bleu, la famille des applications. Gross profit, c'est peut-être pas la bonne affaire, mais ça serait peut-être aller regarder un peu d'où provient tout leur argent là, en ce moment. Puis je sais que au niveau... ils ont WhatsApp aussi, là, on va se le dire. Puis WhatsApp est utilisé bien plus que nous autres ici au Québec. Là. En Europe et en Asie, je pense. Oui, puis bien des affaires se passent là-dedans, bien des transactions monétaires se passent là-dedans, si je ne me trompe pas. Assurément qu'ils ont d'autres revenus qui viennent de ça. Clairement. Ben donc, on revient à Yann pour continuer un petit peu mon histoire, en fait. Fait que là, notre pauvre petit Yann il est encore là chez Meta. Il a lancé un certain signal d'alerte il y a quelques mois, quelques années, qui, dans mes recherches, en fait, ce qu'il disait, mot pour mot, l'intelligence artificielle actuelle est plus bête qu'un chat. Un LLM, ça comprend rien du monde autour de soi. Donc, là, il y a bien du monde qui sont palmés bien raides, qui trippent bien raides sur l'IA, puis ils se disent que ça va faire bien des affaires. Moi, le premier. Par contre, il faut se remettre à l'évidence. Présentement, ce qu'on a comme système, c'est beaucoup du texte, majoritairement du texte. Et il y a de l'hallucination là-dedans. Donc, faites attention, guys. Fact-checking. Regardez les sources. Ça peut vraiment vous aider, mais il y a quand même des petits bouts, il peut y avoir certaines erreurs. Mais ce n'est que du texte. Fait que c'est la prochaine frontière,
elle va être beaucoup plus importante. Ça va être de l'intelligence artificielle pour la perspective du monde, comprendre le monde autour de soi. Ça, c'est un autre ballgame. C'est vraiment un autre ballgame. Ouais. Fait que ça s'en vient. Puis là, dans le fond, Yann Lequin, lui, a annoncé que quand il allait partir, il va se replier sur ce genre de recherche-là, poursuivre dans cette veine-là de la recherche pour comprendre le monde autour de soi. Mais encore là, tu t'embarques sur de la recherche qui ne va pas se faire en dedans de 6 mois, ça va être long. Sauf que, t'imagines-tu ce qui est possible de faire une fois que tu unlock, que tu débarres une intelligence artificielle qui n'est pas juste je vais dire bêtement, un pauvre petit chatbot intelligent à la ChatGPT, parce que là, on commence à être habitué, on connaît ça, c'est hot, mais là, ça va être un autre game, là. Absolument. Écoute, c'est le word model, là, dans le fond. Puis, ce qui me fascine tout de suite, c'est de voir que quelque part, ça, l'idée où justement on veut intégrer des éléments que les LLM actuels n'ont pas ou peuvent pas prendre en considération, comme les lois de la physique, tous ces éléments-là. Donc, c'est pour ça l'appellation Word Model, dans le fond, pour moi, elle se rattache à un jeu que j'ai connu dans mon enfance qui s'appelle Sims. Oui, ben oui. SimCity, où l'idée, quelque part, c'est de réussir à recréer un modèle qui va être en mesure de comprendre tous les éléments qu'un humain, justement, peut être en mesure de considérer dans sa décision. Donc, comme tu le présentes justement, l'aspect physique, Ouais. tous ces éléments-là, actuellement, un modèle LLM à la ChatGPT, par exemple, peut comprendre parce qu'il y a des écrits, mais il va pas nécessairement, il va juste faire le raisonnement autour de qu'est-ce qui serait la meilleure réponse. Donc là, on ajoute un volet plus important de compréhension en étant dans un modèle Word, où là, on a un raisonnement qui peut se faire parce qu'on va mélanger différentes disciplines, différents modèles probablement, parce qu'on peut s'imaginer que pour moi, un Word model, ça sera pas juste un seul et unique modèle, mais ça va peut-être être un paquet de modèles qui vont être en interaction, justement, euh, qui vont, qui vont être appelés à raisonner entre eux pour qu'ensuite on ait un résultat qui soit le plus proche de ce qu'on aurait à vivre si on était en train de prendre cette décision-là ou faire cette action-là dans la vraie vie en tant qu'humain, là. Exactement. Fait que le concept de world model va jongler autant avec le monde physique, une mémoire qui est persistante, du raisonnement, de la planification. Ça commence à se builder et à être quand même quelque chose de gros. Donc, ça s'en vient. Puis moi, ça a été un peu une espèce de high opening moment là, en fin de semaine quand je regardais ça, parce que je me disais, hey, on est excité par ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas c'est pas aussi gros que ce qui va pouvoir vraiment s'en venir dans les prochaines années. On pense avoir tout vu, là, mais c'est juste le bout du iceberg, le tip of the iceberg qui est là. Non, non, totalement. Tu sais, puis, tu sais, c'est drôle, j'ai eu à animer des discussions il n'y a pas longtemps à ce sujet-là sur un panel. Puis, tu sais, moi, mon objectif, c'est de faire comprendre aux gens qu'on s'excite beaucoup ou on a peur énormément par rapport à l'IA actuellement. Mais quand on prend un peu de recul et on regarde ça bien froidement, à l'heure actuelle, ce n'est qu'un outil qui est relativement limité quand même. Tu sais, ultimement, ce n'est qu'un résultat mathématique d'une prédiction mathématique, d'une association de quel sera le prochain bon caractère à mettre ou à quel groupe de caractères à aligner un à la suite de l'autre ou quel pixel à ajouter un à la suite de l'autre. Donc, on est encore une fois basé beaucoup sur l'intervention humaine, la documentation accessible, tout ce qu'on a nourri le web depuis des années, des années, des années. Alors que là, le Word Model, lui, soudainement nous lance dans un autre concept complètement. En injectant ces concepts-là, ben, on n'est plus non seulement dans de la prédiction sur de la donnée, mais là, il y a de la science, il y a des idées, il y a des concepts auxquels on ne pouvait pas s'imaginer voir intégrés dans l'IA qui, là, soudainement, vont probablement faire en sorte que cet outil-là va devenir encore plus puissant, là, ça sans aucun doute. Puis en creusant là-dedans, donc tout le concept des world models, un autre moment où ça m'a permis d'ouvrir les yeux, c'est que là,
moi puis toi, on suit beaucoup ça, tu sais, depuis un moment déjà. Puis on sait dans la vie qu'il y a les 3 Godfather of AI. Mais là, moi, j'ai appris récemment, pas plus tard qu'en fin de semaine, qu'il existe une Godmother of Oui, AI. Fei-Fei T'étais Lai. tout. Fei-Fei Lai. Fei-Fei Li, peu Fei-Fei Li, ouais. importe, je sais pas trop. Est-ce que tu étais au vent de... Connaissais-tu ce nom-là? Avais-tu vu ça passer? Pas du tout. Pas du tout. Donc, écoute, la Fei-Fei Li, on va l'appeler comme ça, est une figure prominente, là, assez importante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si on se rapporte à il y a peut-être une dizaine d'années, ImageNet, il y a, tu vois, c'est old school un peu, là, mais ImageNet qui était comme, quand il y a eu les premiers essais de faire de l'intelligence artificielle, puis de commencer à faire des preuves de concept. Il y avait des concours. Il y a plusieurs années, les fameux concours étaient de hey, je vais te donner n'importe quelle image, puis il faut que ton intelligence artificielle elle me dise c'est quoi qu'il y a cette image-là. La portion ImageNet, c'est une portion que Fei-Fei Li avait travaillé là-dedans, puis donc était autour de tous ces travaux-là qui se sont passés en intelligence artificielle au début, là, quand personne parlait vraiment de ça ou très peu, c'était encore très de la recherche. On était loin de ChatGPT. Donc, c'est une chercheuse en intelligence... chercheur. En tout cas, elle fait de la recherche dans l'intelligence artificielle depuis longtemps. Puis là, elle aussi est dans la même veine, en ce sens où elle est très d'avis que la prochaine étape, ça va être d'aller débarrer un peu la connaissance du monde, comprendre un peu, s'assurer que l'intelligence artificielle est en mesure de voir ce qui l'entoure, d'être capable de travailler là-dedans puis de se promener à ce niveau-là. Puis, bref, ça débarre beaucoup de choses à ce niveau-là. Et elle aussi, elle était aussi dans la même... il y a une quote qu'elle avait donnée, elle dit, tu sais, les LLM en ce moment, c'est des virtuoses des mots dans le noir. C'est beau, hein? Mais ça. Elle le dit de même. Elle dit, c'est des virtuoses des mots dans le noir, dans ce sens où je suis très bon avec les mots, mais je suis dans le noir, pitch black, je vois rien. Je vois rien du tout. Aucune idée du monde réel. Puis un des points qu'elle a amené aussi, que je trouvais vraiment intéressant, c'est que si tu regardes nous autres, là, l'être humain, là, le langage, là, ça a pris 1 million d'années. Je vais me rabattre sur les chiffres qu'elle disait, là. Le concept de langage entre humains, on parle d'1 million d'années, là, ou je sais pas si elle y allait avec d'autres êtres que les humains, là, mais bref, 1 million d'années que le langage existe. Mais la vision et l'espace, c'est un concept qui a pris 540 millions d'années, quasiment un demi-milliard d'années avant d'arriver à ce qu'on en est présentement. Son point est que le langage, dans notre histoire, notre historique humaine, c'est 1 million d'années versus la vision et l'espace, c'est 540 millions d'années. Fait que c'est normal qu'en ce moment, on joue en ce moment avec les trucs de langage, mais le prochain step va en être un complexe parce que ce qu'il expliquait, c'est que le langage, c'est unidimensionnel, là, tu sais. C'est une seule dimension, c'est une ligne, t'avances, c'est des mots d'attitude. La perspective là, de ce qui t'entoure, là, c'est du 3 dimensions, voire même du 4 dimensions. Fait que tu as 3 dimensions pour te repérer, puis rajoute là-dedans le temps. Parce que là, le temps avance dans cette histoire-là. Fait que à la limite, c'est du 4 dimensions. C'est vraiment plus complexe à travailler. Fait que eux, ils penchent là-dedans en ce moment. Ils planchent là-dedans. Puis ce qui est particulier aussi, c'est que contrairement à nous, par exemple, nous, on est une machine très complexe. Puis, nous, les lois de la physique, par exemple, on les subit par défaut. C'est-à-dire qu'on les sent. Donc, c'est ça. Alors que si on regarde un robot, par exemple, ou tout ça, il faut ajouter nécessairement du matériel pour être en mesure de faire en sorte que les robots ressentent les effets de la physique, comprennent, etc. Donc, ça rend ça excessivement complexe. Donc, l'idée de rendre un robot le plus près possible de l'humain, là. Exactement. Fait que, donc, d'où un peu, c'était notre segue à ton sujet d'après, mais avant qu'on embarque là-dedans, je veux montrer peut-être cette dame-là qui est Fei-Fei Li. Elle a récemment, en fait,
pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Ben, ça fait quelques mois là, qu'elle a sa start-up qui existe, qui est... j'ai oublié le nom. World, Ouais, World Labs. Attends un petit World peu, je te Labs. sors ça. Ouais, World Labs. Donc, puis en fait, même, je vais juste l'ouvrir live pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. World Labs, qui est juste ici. Screen, ici. Poup. Et même, je vais aller dans World Labs. Ça, c'est leur produit qui vient de juste sortir. Marble. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'elle, elle est à la tête du World Labs, qui est donc un laboratoire sur de la recherche, mais qui vont aussi sortir des produits en lien avec ce qu'on parlait de... Ben, en fait, eux, ils appellent ça l'intelligence spatiale. C'est un terme que on n'a pas droppé en ce moment sur le pod, mais je crois que c'est un terme qu'on va réutiliser dans le futur. Donc, c'est pas de l'intelligence artificielle. Ben oui, mais à une mouture de l'intelligence spatiale. Je pense que ça capture bien l'essence de ce que c'est présentement. Donc, je vais juste me prendre un peu sur leur site, là, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'eux travaillent là-dedans. Notamment, ils ont sorti, il y a quelques jours, Marble. Et Marble, en fait, je vais revenir un petit peu. Ça ressemble énormément à un réseau social où est-ce que, dans le fond, tu déposes une photo. Puis, honnêtement, là, je vais l'ouvrir. Vous voyez un peu les pixels qui se présentent. Et voilà. Donc, tu ne fais que déposer, j'aurais pu déposer juste cette photo-là, OK? Comme ça. Puis lui, avec son intelligence spatiale, va me déployer l'entièreté de ce qu'il pense. Ouais, peut-être, hey, là, t'as un peu. Wow, tu vois, c'est pas encore parfait. Mais c'est moi qui n'est pas encore parfait. Et voilà. Donc, lui va être capable de déployer et comprendre ce qui se passe autour sans rappeler et être capable de te faire naviguer là-dedans, à l'intérieur de ça. C'est pas, tu sais, c'est pas encore, regardez, je vais aller sur une statue, c'est pas encore parfait. Mais si c'est ça présentement, imaginez ce que ça va devenir éventuellement. C'est assez incroyable. D'ailleurs, on n'a pas vu un concept similaire de ça qui avait été lancé par Google. Exact. Puis là, j'ai fait des recherches aussi hier, là. C'est Google Genie. Google Genie qui est là. Google Genie qui est là. Mais là, il va falloir que j'approfondisse un petit peu plus mes recherches à savoir c'est quoi la grosse différence entre les deux. Ouais, tu vois, Genie, New Frontier to World Models. Il y a bien une chose, par contre, qui est certaine, c'est que donc, quand on parle de World Labs, ce n'est pas les seuls qui commencent à travailler là-dessus. Je pense que même Google est là-dessus à ce niveau-là. Et qui est derrière World Lab? Qui sont les bailleurs de fonds? Est-ce que je serais pas surpris d'apprendre qu'il y a des grands joueurs peut-être qui ont déjà des investissements qui sont faits du côté de Madame Lee? Là? Hey, c'est une très bonne question. Tu vois, faudra voir. Je ne m'attendais pas à ce que tu me craches la réponse. Oui, Jonathan, je sais d'ailleurs, on apprend que 25% des... Mais oui, c'est super impressionnant. Puis de comprendre que là, ben, ces outils-là vont imaginer la suite basée sur de l'information, du data, de la science. C'est fou, là. Pour nous, l'output, puis pour le commun mortel actuellement, ce ne sont que des images. Mais on peut s'imaginer l'impact que ça pourra avoir là, dans d'autres industries, à d'autres échelles. Puis, à ça, je vais me mettre, je me mets un sujet que je vais t'aborder, mais une fois que tu auras parlé du tien. Parce que je vais tie back, je vais rattacher ce qu'on vient de voir là avec ton sujet tantôt, parce qu'il y a certaines affaires qui sont interconnectées. Fait que voilà, fait que c'était un peu mon espèce de chronologie des choses par rapport à ce qui se passe au niveau de chez Meta, ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle. Mais le prochain chapitre en sera pas un petit, les chums. Accrochez votre sucre. Vraiment, t'as bien raison. Ça va être vraiment fascinant. Très, très hâte de voir la suite. Déjà, ça me fait réfléchir. C'est comme, OK, tout le côté prédictif et tout ça, ça va être assez impressionnant. Exactement. Écoute, moi, j'avais le goût, parce que tout ça, ce que ça leur brassé, c'est, comme tu dis, il y a un très beau segue à faire. J'ai parlé de robotique. Tu te souviens d'ailleurs, quand on a fait notre boule de cristal, il y a quoi, 1 an bientôt? Ouais. On s'est dit, hey, c'est quoi les choses qui s'en viennent et tout et tout. Puis la robotique, c'est un des sujets qui me passionne. Je m'étais même permis, je pense, c'est quand on avait reçu la jeune start-up là, qui nous a parlé Tessellate Robotics. Tessellate, tu sais, je leur disais, hey, mais vous voyez ça comment, la robotique et tout et tout. Puis je pense que peut-être même eux, autant que moi j'étais très, comment dire, enthousiaste, mais eux me modéraient un petit peu.
Mais là, force est d'avouer que un an presque plus tard, ça évolue à une vitesse absolument phénoménale. Si vous avez été alerte un peu ou si vous avez regardé, vous avez probablement peut-être vu passer ça dans vos médias sociaux. Ben, il y a comme deux produits là, qui ont ressorti beaucoup du lot de mon côté. Il y a Neo. Neo, qui est un robot qui a été lancé avec une promesse où, à quelque part, on est sur un humanoïde semi-assisté. Donc, un robot pour lequel actuellement vous pouvez payer 200 $ US pour vous l'acheter en prévision d'une remise d'une mise en marché pour 2026. Un robot qui coûterait 20 000 qui serait un assistant, dans le fond, à la maison. Littéralement. Donc, on parle d'un robot qui va avoir les capacités de se taper comme on l'imagine tous, les tâches ménagères, les choses qu'on n'a pas envie de faire nécessairement, et d'avoir cet outil-là qui va nous permettre vraiment de le faire. Et il est sympathique, comme on le voit sur la petite vidéo, là, tu sais, peut participer, peut être, peut avoir un peu, peut contribuer à l'ambiance, jouer, être farceur, etc. Lui a comme fait beaucoup réagir. Particulièrement parce qu'il y avait non seulement on se rapproche énormément d'un humain en termes de physionomie, les Mhm. mouvements aussi sont ralentis de ce qu'on dit volontairement pour s'assurer que le robot, dans le fond, ne crée pas, j'imagine, de problématiques par sa force ou sa rapidité. Et le bout qui a été le plus discuté, c'est que c'est un robot qui est semi-autonome. Donc, à l'heure Ouais. actuelle, ce n'est pas un robot qui va comprendre les tâches que vous allez lui donner. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi l'entraîner. C'est qu'il y a des gens qui sont embauchés par les créateurs de Neo pour être en mesure de se connecter au robot à distance et de contrôler le robot dans l'optique de lui faire comprendre et de l'entraîner à faire les tâches de la façon dont un humain les ferait. Ce petit bout-là fait énormément réagir parce qu'évidemment, on parle de tout le volet sécurité, si on peut dire. On a littéralement quelqu'un qui, à travers un bureau, pas un bureau, pardon, un robot, se retrouve chez nous, voit, a accès à tout ce qui est à la maison. Donc, beaucoup d'enjeux, beaucoup de considérations sur le volet vie privée. Ça, c'est. Ouais, ça, OK. Ouais, ça, je m'étais moins rendu là. En fait, tu sais, quand on entend parler de ça, si on se met pas à aller plus loin, on se dit, OK, ben, c'est beau, c'est un robot qui rentre chez nous, puis il va tout savoir. Mais non, là, tu sais, il y a, comme dans tout bon produit, il y a une première phase au produit, puis plus tard, il y aura une phase où il sera autonome à 100%. Mais là, la phase 1, les chums, si vous ne l'aviez pas réalisé, c'est que ça se peut qu'il y ait un humain à l'autre bord qui se promène chez vous par l'entremise du robot. That is creepy and weird. Ben, tu sais, quand on y pense, c'est un peu inévitable. Fait que je pense que le pari que Néo prenne, c'est que pour le prix pour lequel ils le font, ils se disent, il faut que les consommateurs contribuent à être nos premiers testeurs, à faire en sorte qu'on va faire en sorte que Neo, la première version, va apprendre énormément dans Mhm. l'optique éventuellement d'avoir une deuxième version où là, on aura un skill set, on aura un ensemble de connaissances puis de choses qui peuvent être réalisées pour faire en sorte que Neo 2, exemple, pourrait être une machine plus autonome ou proche de la perfection en termes d'autonomie. Et là, on parle pas de 2030, les amis, là. On parle de 2026. Je sais pas si vous le savez, là, mais on est dans la fin de l'année 2025. Donc, on parle pas d'un robot qui va se lancer dans 2, 3 ans, puis qu'il y a beaucoup d'eau qui a le temps de couler en dessous des ponts, puis on va faire, ah ben non, finalement, on va pas le lancer. Non, non, non. C'est maintenant, là. C'est là, là. On parle d'un produit qui va être bientôt accessible ici et partout, là. Fait que là, on le montre à l'écran. Donc, deux modes d'achat. Un mode comme ton Spotify, OK, par mois. Écoute, fait qu'une subscription, un abonnement de $4,99 par mois US, avec le Starter Productivity Package. Je sais pas trop exactement c'est quoi, il faudra voir. Standard Delivery. Bon, OK, on te le livre en standard. Sinon, si t'es vraiment excité et tu as beaucoup de cash live, tu peux l'acheter pour un full ownership de 20 000 $. Je vais juste mettre un petit 200 de dépôt. C'est fully refundable. Tu peux te refaire rembourser ton 200 s'il y a de quoi. C'est bon, c'est cool, là. C'est quelque chose. Mais
moi, je lisais un peu là-dessus, puis je regardais les commentaires de certains YouTubers tech, là. Comment il s'appelle? MKHD, MKHBD, là. Comment lui est vraiment connu, là? Lui, là. Marcus Brownlee, qui est un tech reviewer qui review pas mal tout ce qui se passe en frais de technologie. Puis, bon, ça veut pas loader, là, mais donc, il disait, tu sais, c'est cool ça quand même, mais ils l'ont testé, là, en ce moment, ça fait pas full de choses, c'est pas à 100% autonome nécessairement. Puis, il dit, est-ce qu'ils vont être capables de se rendre là aussi? Fait que, tu sais, tu l'as dit un petit peu tantôt, tu dis, ben écoute, faut comprendre qu'on est les premiers bêta-testeurs de ça. Fait que tu t'embarques dans... J'ai pas le choix de penser à le truck en aluminium de Tesla, là. Ouais, le Cybertruck. Ouais, le Cybertruck, là. Tout le monde mettait un 1000 de dépôt, puis t'attendais X mois/année, puis on cross the finger, on se croise les doigts, puis on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être malade mental, mais là, en ce moment, c'est pas gagné d'avance non plus, là. Mais en même temps, mettons, moi, je vois ça dans une perspective plus grande. Effectivement, je m'attendais pas à ce que ça soit genre incroyable le jour 1, mais tu sais, tu peux penser que de toute façon, avec le prix qui est quand même pas nécessairement accessible à monsieur, madame, tout le monde, il va y avoir une quantité limitée de ces robots-là qui vont être en circulation. Donc, ce qui fait en sorte qu'après ça, eux, de leur part, peuvent recruter des gens qui vont être là pour être comme au customer services, au service à la clientèle pour hey, il y a quelqu'un qui vient de caller un expert mode, il met ses lunettes Oculus ou whatever it is, puis va entendre à la limite peu importe où il est dans le monde. Donc ça peut être quelqu'un en Inde, ça peut être quelqu'un en Asie, ça peut être quelqu'un en Amérique. Il va avoir ça dans sa langue, il va comprendre qu'est-ce qui a été dit. Et la demande actuellement, c'est peux-tu mettre la vaisselle dans mon lave-vaisselle? Donc, va soudainement se mettre à exécuter la tâche et la faire, tu sais, dans une optique où il est rémunéré pour ça, puis parce que le modèle, dans le fond, va nourrir l'apprentissage du robot justement, dans l'endroit, dans le lieu où il se trouve, là. Donc, tu sais, moi, je pense que ça peut aller vraiment vite, puis je pense que c'est pas fou. Au lieu d'essayer de produire le robot qui va lui-même tout seul avoir déjà toute la connaissance built-in, d'avoir l'assistance humaine pour le faire dans un certain laps de temps, je crois que ça va accélérer beaucoup plus rapidement son déploiement, puis la fiabilité, puis l'intérêt que nous, on va voir à travers le produit en se disant, OK, ben tu vois, finalement, au fil du temps, on commence à faire de quoi avec, ça commence à être intéressant, je l'entraîne à mes besoins spécifiques. Tu vois, tantôt, je t'avais dit, je vais garder un sujet là, que je vais te ramener là, pendant celui des robots, là. Les world models dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Ce que je lisais en fin de semaine, c'est que imagine qu'on avance cette technologie-là, d'être capable de générer une intelligence spatiale, générer des mondes en 3D qui, dans le fond, imagine qu'on génère ta propre maison à toi. Et puis que on nourrit. Parce que le robot en tant que tel, là, d'un matin, il peut être chez nous, le robot, là, physiquement. Mais prends juste sa cognition, là, elle est sur un serveur à quelque part. Fait que, oublie d'avoir le robot physique, mais tu peux quand même entraîner le cerveau de ce robot-là sur le serveur sans avoir fait le robot, OK? Fait qu'imagine qu'on peut le nourrir d'espace physique dans le world model, un peu comme on a discuté tantôt. Notamment, on le nourrit de ta maison à toi. Mais ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont faire de l'entraînement. Et là, on va faire de l'entraînement par-dessus l'entraînement, par-dessus l'entraînement. Puis là, ta maison à toi, on va en générer 1 million avec des petites différences de ta maison à toi. Puis on va faire de l'entraînement par-dessus toutes ces affaires. Donc là, imagine, on va être capable de faire de l'entraînement de masse pour ces futurs robots-là qui vont tomber chez nous, pour à un moment donné arriver au bout où il y aura plus quelqu'un dans un pays malheureusement sous-développé qui va prendre un casque, qui va être payé une coupe de scène à essayer de laver tes chiottes, which is not cool, là, tu sais. On va être rendu à dire, bon, ça va être à 100% quelqu'un qui va... pas quelqu'un, ça va être 100% le robot qui va rouler tout seul. Tu sais, laver tes chiottes, c'est pas cool pour 2 facteurs. Parce que, un, pour ce que tu vois, puis pour ce que tu sens.
Donc, Oh, ah, l'avantage, c'est que là, tu vas éliminer un aspect. c'est bon, c'est très bon. Ben, bon, tu vois un peu où je m'en vais, c'est Oui, que oui, je non, pense je comprends. Ouais, qu'éventuellement, on va être capable d'entraîner nos algos sur une intelligence spatiale ouais. à des années-lumière, comme on l'a fait dernièrement avec ChatGPT. Là. C'est un pet les dernières années qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité, puis on a entraîné toute l'histoire de l'Internet du savoir 8 fois et des millions sur des serveurs pour qu'on soit capable de répondre à toutes les questions de la planète Terre ou presque. Le financement Imagines-tu? de ça, imagine à quel point les pays ont des budgets militaires actuellement d'investissement massif dans ces projets-là. Je veux dire, c'est pas le bout comment dire, qui me sécurise le plus dans la vie, je te dirais. Mhm. Mais ça aussi, là, tu sais, ça va accélérer énormément la vitesse à laquelle ces technologies-là vont évoluer, juste à cause des investissements militaires, c'est certain. C'est fou. On est vraiment comme. Moi, je le compare. Puis bon, je suis pas le plus grand historien de la planète, là, mais quand on faisait la course au nucléaire, là, tu sais, fait que là, tous les pays font une espèce de course. Ben, la plupart des grandes sommités du monde, là, also known as la Chine puis les États-Unis, là, c'est une course pour avoir la force d'intelligence artificielle la plus intense dans sa course et puis être capable d'être autonome là-dedans. Fait que c'est gros. Ouais. Fait que Néo, mon Joe. Ouais. Ah non, c'est vraiment très, très cool. Je suis vraiment impressionné par l'avancement de Neo. Mais Neo a finalement, pour moi, un peu été mis de côté quand j'ai vu et j'ai découvert Xpeng. Xpeng, c'est le nom d'une société asiatique qui, curieusement, est une compagnie qui, en Asie, est davantage connue parce qu'elle est une productrice de véhicules et a lancé son nouveau robot qui s'appelle Iron. On salue Iron Man. Et absolument incroyable comme robot. Dans un premier temps, ce que vous pouvez voir, ce qui fascine les gens, c'est la démarche, la façon dont il marche et se mouvoit. Même la façon de ce qu'on peut voir une fois que son tissu, là, on le voit sur les vidéos, on a vraiment l'impression que ce sont des vidéos, que ce sont des humains là, qui sont en dessous, là, littéralement. Donc, ça, énormément, ça l'a fait réagir au point où Xpeng s'est retrouvé dans une situation où ils ont dû refaire une démo et live, il y a quelqu'un qui est venu couper tout le skin, si tu veux, toute la peau au niveau du mollet pour enlever le skin puis continuer de faire marcher le robot pour prouver, hors de tout doute, que ce n'était pas un humain dans un costume. Wow. Im- Wow. Vraiment, vraiment impressionnant. Donc, encore une fois, les gens de Xpeng ont vraiment surpris, je pense, tout le monde. Sont sortis un peu de nulle part. Moi, Iron, j'en avais pas tant entendu parler jusqu'à date. Mais là, vraiment, on le voit là, juste par les mouvements qu'il est en mesure d'exécuter. On réussit une percée, là, une avancée quand même majeure. Et on parle d'une production massive d'un appareil, d'un robot, encore une fois prévu pour 2026. Bon, tu vois, on le voit justement dans ce que tu présentes à Ah, il l'écran. découpe, là. Donc, ils ont découpé littéralement pour prouver aux gens, non, non, écoutez, ce n'est pas un humain en dessous de ça, parce que les gens étaient vraiment j'étais très sceptique. C'est-à-dire, ça se peut pas qu'un robot se promène avec une démarche aussi proche de celle de l'humain. Tu sais, c'est pas encore parfait, mais on voit qu'il y a comme un déhanchement au niveau des hanches. C'est très saccadé et tout, mais là, on s'approche de quelque chose de terriblement impressionnant. C'est dingue, ça. C'est dingue. Allô, le robot. Wow. Ouais. OK. Puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'au niveau de cette fameuse peau-là, c'est vraiment une peau synthétique qui est développée. Donc, on a un feeling aussi au niveau du skin. Donc, éventuellement, on parle d'un robot que s'il y a à avoir une interaction avec un humain ou quoi que ce soit, on sera pas dans l'impression nécessairement d'un tissu comme pour un vêtement, mais on va vraiment être dans quelque chose qui va nous rapprocher de l'idée d'une peau humaine. Donc, on repousse là aussi, dans le fond, les limites de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Moi, ce qui me fascine vraiment, c'est de savoir, encore une fois, là, que ce robot-là va voir probablement va prendre vie en 2026. Donc, ce qu'on s'attend dans un premier temps, ça va être davantage pour le côté industriel dans un premier temps, probablement.
avant d'arriver. C'est pas nécessairement destiné dans un premier temps à apparaître dans les maisons, à servir de la même façon que Neo va le faire. Mais assurément, j'imagine que c'est un objectif qu'on a. Puis c'est parce qu'aussi, probablement que du côté d'Xpeng, on voit un plus gros marché dans le marché industriel que dans le marché de la maison de Monsieur, Madame, tout le monde. C'était-tu le même? C'est celui que tu m'avais envoyé sur... Ah, c'est HubTech, c'en a un autre, ça. Lui, c'est pas le robot. C'est pas Unitree, ça? Ouais, Ça ça ressemble se à peut. Unitree, exact. Ouais. Ouais, Unitree qui était une autre compagnie. On avait jasé d'eux avec Tessellate, là. exact. Il enlève sa propre batterie. Let's go, Huawei. Ouais, Yeah, boy. ouais. Puis cette vidéo-là a fait fortement réagir parce que là, on voit pas juste un robot en action, on en voit des Ouais. centaines et des centaines. Hashtag une armée. Effectivement, ce qui nous donne cette impression-là, effectivement, de rang militaire, tu sais, ceux qui sont fans de Star Wars comme moi, assurément voient clairement un peu la référence. C'est assez impressionnant, là. Moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est de voir à quel point, tu sais, là, tu vois, on les onboard dans des conteneurs. C'est le débarquement de Normandie, version 2026, là. Let's go. Oh, ouais, Donc, ouais. ces robots-là s'en vont dans des conteneurs. Ces conteneurs-là décollent, s'en vont avec une vanne, avec un camion, vont être livrés à un lieu, vont exécuter du travail, vont revenir après, peut-être retourner à la charge ou quoi que ce soit. Donc, moi, ça me fascine énormément, énormément. Je sais pas dans combien de temps, toi et moi, on va vivre le moment où on va arriver à quelque part, puis qu'on va avoir un robot qui va être là, puis on va comme faire, OK, c'est là que ça se passe. Jusqu'à tout récemment, j'aurais pensé que ce serait peut-être dans 10 ans, mais là, je commence à penser que c'est plus dans quelques années, là. Ben écoute, Joe, je vais faire un... Tu sais, moi, là, dans le temps des fêtes, là, je fais un pit stop au Saint-Hubert à Drummond pour voir ma grand-mère. Puis qui y avait au Saint-Hubert à Drummond qui livrait mon assiette? C'était un robot livreur d'assiettes avec une petite face de chat, là, tu sais. Je sais que c'est anodin un peu, là, mais il y a des compagnies qui embrassent déjà ce genre de petites percées-là pour améliorer un peu leur, euh, leur charge de travail, tu sais, puis leur efficacité. Mais à ta question, là, est-ce que l'échelle de temps avant le premier moment où on va vivre ce genre d'expérience-là avec des robots pour vrai dans notre quotidien un petit peu plus intensément, ça va être plus proche que ce qu'on pense? Ben, ça se peut, ça se pourrait, là, ça se pourrait. C'est, on en avait parlé aussi à un moment donné, on parlait d'un patent, d'un brevet qui avait été déposé par Apple pour développer un genre de petit bras robotisé qui allait accueillir, dans le fond, un iPad qui, on s'imaginait, pouvait tourner sur lui-même puis répondre à des interactions humaines ou quoi que ce soit. Je me disais que c'était un peu une ouverture vers de la robotique légère dans les foyers. À savoir que, bon, ben, tu sais, ultimement, tu as déjà acheté un iPad ou tu vas acheter un iPad de prochaine génération. Tu vas souscrire à un service auprès d'Apple et tu achètes un bras robotisé qui va faire que ce fameux iPad-là va être capable de te suivre, de répondre à tes questions, de regarder à travers sa caméra et de voir des choses et d'interagir avec toi. J'ai comme l'impression que ça se peut que la robotique skip des étapes. C'est-à-dire que peut-être que ces robots-là que je voyais plus légers euh, vont peut-être finalement passer moins rapidement dans notre portrait que les robots tels qu'on les imagine parce que la technologie évolue excessivement rapidement. Ouais. Peut-être que ce patent-là, il sera pas tant utilisé au final, là, tu sais, ils vont peut-être sortir de quoi, mais en fait, ils vont peut-être jamais sortir quelque chose parce qu'ils vont peut-être aller direct à un robot plus complexe de la trempe de ce qu'on a montré tout à l'heure, là. Et d'ailleurs, je ne serais pas étonné de savoir que chez Apple, actuellement, on travaille très, très, très fort au niveau de la robotique. Et je crois que c'est un peu ce qu'on peut lire et qu'on sous-entend là, quand on s'intéresse aux nouvelles qui peuvent sortir, qui sont très protégées. On essaie de probablement pas le crier haut et fort parce que jusqu'à maintenant, Apple n'a pas dit grand-chose là, sur l'intelligence artificielle, là. A été plus en mode on absorbe, on essaie d'intégrer de l'OpenAI dans Siri. Ouais. Il n'y a pas eu de grande révolution là, qui s'est présentée du côté d'Apple. Donc, je ne serais pas surpris là, qu'éventuellement, on ait un One Lasting qui va nous arriver dans une future présentation d'Apple avec un produit ou avec quelque chose là, qui va
disons, peut-être ramener Apple sur comment dire, sur la table des grands joueurs, parce que faut se le rappeler, il y a énormément d'argent du côté d'Apple. On parle d'une entreprise avec beaucoup, beaucoup de dollars. On parlait de Meta tantôt. Et Apple aussi a énormément d'argent. Il a la possibilité de s'acheter les talents que je peux pas m'imaginer actuellement un autre joueur qui travaille secrètement sur un produit autre que Apple ici, dans des intérêts peut-être typiquement américains, justement, en collaboration peut-être avec l'industrie militaire américaine. Nul doute là, qu'on pourrait être surpris très prochainement de quelque chose de ce côté-là. Je pense pas, Joe. Je pense pas qu'ils planchent là-dessus. Je pense qu'ils sont trop occupés à sortir une nouvelle couleur de strap de iPhone. Si c'est le cas, c'est décevant un petit peu. Mais clairement, moi, je pense que il faut qu'ils fassent quelque chose de ce côté-là. C'est leur salut, je pense, parce qu'on l'a dit. Tu sais, en terminant, peut-être revenir avec une petite nouvelle légère que c'est toi qui m'as partagé. Vas-y. Joe Rogan, Elon Musk. Oui? Toujours pour alimenter les idées folles. Oui, je te l'ai pas. Qu'est-ce qu'il disait? Écoute, je me rappelle, je te l'ai envoyé, je me rappelais même plus ce qu'il disait, mais je trouvais ça bon. Elon Musk a brandi le spectre de la voiture volante. Oui. Oh oui. À Joe Rogan dans une entrevue, en disant que la prochaine grande annonce qu'elle allait faire allait être absolument fabuleuse, exceptionnelle. Écoute, il manquait de mots, je pense, pour dire à quel point ce qu'elle allait proposer allait être complètement fou. Et a glissé Flying Car. C'est-tu pas fou, ça? C'est-tu pas fou? Puis là, j'écoutais ça, j'étais comme, OK, c'est-tu vrai, là? C'est-tu ça qu'on va... Ouais, Joe Rogan qui était là, Elon Musk says Tesla will unveil a flying car very soon. Donc, puis ça, on parle de il y a 2 semaines environ là, que c'est sorti. Ouais. Je trouve que ça n'a pas fait de bruit assez à mon goût. C'est vrai. Je trouve que c'est pas rien, là, je veux dire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Elon Musk, là, ça reste un savant fou. Ça reste un gars qui a livré Tesla, qui est à la tête de SpaceX. Écoute, il y a Grok, XAI, il y a plusieurs produits, plusieurs projets qui, rassemblés ensemble, peuvent nous permettre de croire que ça se peut effectivement qu'ils travaillent sur un produit fou comme ça. Moi, je suis pas surpris, là. Je suis pas surpris que ça puisse prendre forme, là. Ça me surprend pas. Ça m'excite à un plus haut point. L'affaire avec la voiture volante, c'est que on a la fameuse affaire, tu sais, on disait, t'as déjà entendu ça, tu sais, nos parents qui disaient, ouais, c'est ça, mais nos parents, à l'âge de nos parents, quand ils étaient plus jeunes, ils se faisaient dire qu'en 2000, il y aurait des chars qui volent, tu sais, puis never happened, c'est jamais arrivé, là, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont essayé certaines affaires, mais on s'est pas rendu là. Le plus loin qu'on s'est rendu, c'est des drones partout, là, tu sais, je veux dire, on a des drones partout. Mais peut-être que nos parents voyaient pas les éléments de la technologie comme on les voit aujourd'hui qui nous permettent d'y croire un petit peu plus. Ouais. Là, les pièces du puzzle existent pour vrai. Là, c'est pas difficile de s'asseoir à une table et de commencer à dire, OK, si on réussit à faire ça, potentiellement, ça pourrait être plausible. Ouais. Mais écoute, il y a énormément à faire de ce côté-là. Puis je suis pas en train de dire que la voiture volante va être là demain matin, mais assurément, je trouve ça très intéressant de savoir que Musk actuellement travaille avec ses ingénieurs puis ses talents créatifs sur cette idée-là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, s'il y en a bien un qui fait accoucher des projets très audacieux, c'est bien Mr. Musk. Là, je l'aime mieux dans ses laboratoires qu'à la tête du Doge. Ouais, c'est ça. Il avait été tassé un peu. Je pense qu'officiellement, il a pris tout le recul nécessaire et il retourne à ses projets. Bonne chose. Bravo Joe, bon tour de roue. Rafraîchissant comme nouvelle techno aussi, je pense que ça amène pour quelqu'un peut-être qui suit pas tant ça amène une lumière, le fun, je pense, sur les prochains gros moves qui risquent de se faire. Peut-être pas tout de suite, mais ça nous attend là, au
coin là, par là-bas, là, au coin de la bâtisse là-bas, il y a quelque chose là, qui s'en vient d'assez gros potentiellement. Totalement. Puis World Model, robotique, je trouve que c'est deux sujets ensemble qui font beaucoup de sens, qui ont une cohérence entre les deux. Donc, je pense que c'est deux choses que vous devez, si vous êtes intéressé par le sujet, à surveiller ensemble parce que c'est ce qui va, comment dire, donner le ton à la vitesse à laquelle probablement tout ça va arriver. Vous l'aurez appris ici, sur Intersection. Cool. Merci, Joe. On se recroise sous peu pour une autre actualité techno, une autre entrevue avec des gens en technologie. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, liker, Absolument. subscribe. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi. Ça va nous faire plaisir de couvrir ça potentiellement dans nos prochains épisodes. Yes, merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée. Salut.